cette novlangue avait façonné, idéologisé les citoyens allemands. Je voudrais partir de ça et vous demander, il y a un rapport d'Amnesty International qui a fait état du rôle central de Facebook dans le génocide des Rohingyas en Birmanie. Et je me posais la question de la question de l'État-nation, de gérer nos frontières, nos guerres. Mais finalement, dans cette économie globalisée, on se retrouve avec des gros consortiums qui relèvent du privé, qui ne relèvent pas de la législation du droit international, qui sont des grands groupes propriétaires de ces réseaux sociaux. Et on voit combien des génocides, on peut voir comme là un génocide qui a été proactivé, alimenté par une diffusion Facebook. Donc, dans cette perspective de générer de la paix, est-ce qu'il y aurait pas, il y a une question qui se pose quand même de cette... Enfin, vous voyez un petit peu ce que je dis, mais voilà. Je me suis un peu perdue à la fin, mais c'était une réflexion par rapport à Klemperer et aussi cet enfermement idéologique dans lequel on se trouve par la boucle le fonctionnement d'Internet et la simplicité, j'aime pas, la polarisation, et je crois qu'on est à l'ère de Klemperer, d'une manière généralisée via les réseaux sociaux. Et ça a un impact sur l'état du monde. Mais ça relève du privé. Je suis entièrement d'accord avec vous, et votre question soulève des tas de problèmes. Il y a effectivement le refus éhonté de la part des opérateurs du numérique, on va dire, pour aller vite, de se préoccuper de questions aussi triviales que celles des droits de l'homme, etc. Alors on pourrait dire, il pourrait rentrer dans la catégorie des gens qui ont intérêt à la guerre, entendu au sens large, intérêt au génocide, intérêt à la violation des droits de l'homme, etc. Et on sait très bien comment les grands opérateurs du numérique, mais également les grands opérateurs, par exemple les Murdoch dans le domaine de la presse de masse, des médias de masse, ont immédiatement pactisé avec le régime chinois, en ne regardant pas du côté des Ouïghours, en ne regardant pas du côté de Hong Kong, où la Chine a complètement violé l'accord dont a été convenu avec le Royaume-Uni, etc. Donc il y a une forme, si vous voulez, d'indifférence par rapport à ces questions, parce que c'est notre intérêt, donc on ne va pas mettre comme ça en balance les énormes profits que l'on fait sur le marché chinois et des questions ridicules comme celle des Ouïghours. Ça, c'est une première réponse, c'est déjà pas très rassurante. Mais il y a une deuxième réponse qui est encore plus inquiétante, c'est que ces gens-là que l'on avait cru comme ça bien cool, avec leur Bermuda en Californie, sont des gens atroces, qui sont dans un univers mental et dans un imaginaire politique absolument effrayant et délirant, qui est d'ailleurs, qui s'est largement formé dans la République sud-africaine de l'apartheid. Des gens comme Musk, il y a un certain nombre d'opérateurs de la Silicon Valley dont la socialisation a été celle de l'apartheid. Et les idées délirantes de Musk sur le monde, sur le transhumanisme, etc. Bon, ce sont des versions, c'est une espèce de résurgence d'un eugénisme que les États-Unis ont très largement, je ne sais pas s'ils l'ont pratiqué, mais ont très largement fantasmé, et en partie pratiqué entre les deux guerres, et qui a été une des grandes sources d'inspiration de l'eugénisme hitlérien. Les nazis trouvaient ça très bien quand même. Et donc on est dans cet univers. Alors, après, se pose la question de ce que nous pouvons faire. Justement, l'une des raisons pour lesquelles ces gens-là n'aiment pas l'Europe, c'est que même si elle ne fait pas suffisamment, elle fait encore trop pour ne pas les gêner. Il y a un certain nombre de régulations en Europe qui ne protègent pas autant qu'on le voudrait les consommateurs, comme on dit, d'Internet, mais quand même, c'est pas le Far West à
alors qu'eux voudraient le Far West. Donc ça, c'est une question politique très importante. Et là, à la fois l'Europe comme une construction multilatérale, on va dire, ou en tout cas interétatique, et chacun des États a de véritables moyens d'agir. Et ce qui renvoie à une question plus générale, sur laquelle Béatrice Hidou a beaucoup travaillé, qui est la question de la privatisation de l'État, que l'on voit se développer notamment dans le contexte du néolibéralisme. Et aujourd'hui, moi je parle d'une forme de réinvention de l'État absolutiste, parce que vous vous souvenez que l'État absolutiste au XVIIIe siècle ou au XVIIe siècle, il gouvernait par l'intermédiaire d'opérateurs privés, qui étaient les fermiers généraux. Donc les fermiers généraux prélevaient l'impôt, les fermiers généraux étaient les fournisseurs des armées, et c'était les rouages de l'État absolutiste. Je crois qu'aujourd'hui, nous sommes dans une nouvelle forme d'État absolutiste. Jamais l'État n'a été plus liberticide qu'aujourd'hui, alors même qu'effectivement, il met en œuvre cette politique liberticide par le truchement d'opérateurs privés, qui sont les compagnies privées aériennes, qui empêchent les réfugiés de monter dans les avions, ceux qui réclament un droit d'asile, et qui contrôlent donc pour le compte de l'État à l'embarquement les passeports, les visas Schengen, etc. Les opérateurs privés, ce sont les banques qui transmettent à tous les services de sécurité du monde toutes les informations, etc. Les opérateurs privés, ce sont les compagnies à nouveau privées aériennes qui transmettent aux services de sécurité américains, quand vous achetez votre billet d'avion, votre numéro de carte Visa, vos préférences alimentaires, vos sièges préférés dans les avions, etc., etc. Donc tout ça, ce sont des opérateurs privés d'un despotisme d'État. Ce qui veut dire que tant que nous sommes dans un régime relativement démocratique, nous pouvons très bien envoyer, et moi c'est la raison pour laquelle je supplie les jeunes générations qui boudent les bureaux de vote, ça n'est que par la loi, ça n'est que par la conquête de majorité politique que nous pouvons mettre en échec ces politiques. Et que nous pouvons essayer de construire ou de reconstruire un État qui soit un meilleur garant de nos libertés publiques. Et ça, c'est une question qui transcende les clivages partisans, les clivages droite-gauche que nous pouvons avoir. Je raconte toujours cette anecdote de mes parents qui étaient quand même, qui votaient très à droite, pas extrême droite, mais qui votaient très à droite. Ils ont été indignés quand Charles Pasqua a mis en œuvre la carte d'identité infalsifiable, parce que leur réaction civique, c'était de dire, nous pendant la guerre, avec une carte d'identité infalsifiable, on était foutus. Et c'était un réflexe de liberté, alors même qu'ils étaient quand même très conservateurs. Et je crois qu'aujourd'hui, vous avez encore des gens de droite qui ont ce genre de réflexe, par exemple François Fillon, qui est quand même, qui a été un soutien de Macron et qui est plutôt un personnage issu d'une France conservatrice et qui, sur les libertés publiques, vous avez le parcours d'un homme comme tout le monde. Ma génération traitait tout le monde fasciste. On a connu mieux depuis. Et c'est un homme qui a eu un comportement absolument exemplaire dans la défense des droits des immigrés. Donc je crois que la question de la liberté publique, elle est absolument fondamentale et que nous avons les moyens, l'État a les moyens de contraindre ces grands réseaux sociaux. C'est une question de volonté politique et la volonté politique, c'est aussi nous. Merci. Il faut bien voir que nous sommes, c'est la vieille thématique de la servitude volontaire, nous sommes nos propres tyrans. Merci Jean-François. Je propose qu'on prenne une dernière question, courte, pour laisser 5 minutes entre les deux débats. Non ?